sans doute le meilleur antidote à ce qui se passe à l'heure actuelle par rapport à cette compétition, cette concurrence et ce mercantilisme effréné dans lequel nous vivons et puis dont nous ne savons pas bien comment nous en sortir. Donc, ce que je vous propose un peu, c'est de faire le bilan un peu de ce qui se passe à l'heure actuelle, comment on peut essayer d'y remédier, et surtout pourquoi ça se passe en ce moment, et pourquoi peut-être et même sûrement la coopération semble être vraiment la solution. Alors, on verra un peu aussi quels sont les empêchements à cette coopération. Qu'est-ce que c'est qui empêche la coopération? On verra comment en cette période, pourquoi en cette période ça apparaît. Et on verra un peu ce que c'est que la coopération avec le consensus, la coopération avec face au libre arbitre. Voilà. On va essayer de développer tout ça. Et ce que je vous propose, c'est de répondre, si vous avez des questions, de vous utiliser le chat. Mais je ne vais pas le regarder parce que ça risque de me perturber. Je ne suis quand même pas une conférencière patentée. Moi, je me présente, je suis quelqu'un qui est en recherche, je suppose comme vous, puisque vous écoutez ce soir cette petite conférence. Conférence, c'est peut-être un grand mot, c'est plutôt une discussion. Et donc, je répondrai dans la mesure de mes possibilités à vos questions. Je tenais quand même à vous dire que toutes mes informations, je les ai puisées dans les livres de Benjamin Crème, qui est quelqu'un, quand j'étais un peu, il y a plusieurs années, j'étais vraiment en recherche pour essayer de trouver un sens au monde, un sens à la vie. Et j'ai vraiment trouvé des réponses chez cet auteur, qui est dans la lignée, si vous connaissez, d'Elena Blavatsky, qui a créé le mouvement de la théosophie, et puis de Alice Bailey, qui a édité beaucoup de livres aux éditions Arcane, et il y a le mouvement Arcane qui continue à Genève, qui est toujours là. Alors, je vous montre les livres, c'est L'art de la coopération, si vous voulez voir. Et puis, l'unité dans la diversité, que vous les voyez, c'est des livres de Benjamin Crème, aux éditions publiques, au Partage Publication. Voilà. Alors, est-ce que la coopération, c'est simplement une bien-pensance, un idéal à atteindre, ou est-ce que c'est vraiment quelque chose qu'il faut actuellement mettre vraiment en action? Nous avons vécu pendant de nombreuses années, un peu, des centaines d'années, même un peu dans l'idéal. Donc, on rêvait de coopération, mais on ne l'a jamais mis en pratique. Alors, pourquoi, à l'heure actuelle, il est si important de le mettre en pratique? Parce qu'on se trouve vraiment, quand on ouvre nos médias, aussi bien les ordinateurs que les journaux, ça, on s'aperçoit que le monde semble aller à volo, avec beaucoup de concurrence, beaucoup de mercantilisation surtout, de monopole, et on se dit vraiment comment y remédier, parce que l'heure du choix est venue, on ne va plus pouvoir continuer comme ça. Alors, je peux vous décrire un peu tout ce qui se passe, vous le savez. On est devenu complètement fou au niveau de la consommation. C'est-à-dire toujours plus de choses à un coût le moins élevé possible. Et donc, on s'est mis à fabriquer de plus en plus d'objets, qui est complètement contraire à une bonne économie domestique. Quand vous êtes dans une famille et que vous avez
4 personnes, vous faites un repas pour 4 personnes, vous ne faites pas un repas pour 10 personnes et que vous jetez. Or, actuellement, on est dans un stade où on produit et on jette, on gaspille et sans tenir compte de différents facteurs. Le premier facteur qui est déjà dans le domaine de l'écologie, c'est-à-dire qu'on pense que la Terre va toujours pouvoir nous fournir en matière, en produits, qu'on aura toujours du cuivre, qu'on aura toujours tous les métaux, qu'on aura toujours du carburant, et qu'on peut consommer, qui est complètement fou, parce qu'on sait que la Terre, il y a un moment maintenant, on vit, on consomme plus que la Terre ne peut produire. Donc ça, il y a un premier bilan écologique qui est catastrophique. Ensuite, il y a un bilan, bien sûr, humain et social qui est terrible, parce qu'on va toujours chercher un endroit où on va pouvoir produire moins cher, en plus grande quantité, et donc on appauvrit, par exemple en France, on a vu que toute cette désindustrialisation qui se produit, donc on appauvrit les connaissances, hein, parce qu'on ne sait plus faire les choses. On appauvrit les personnes puisqu'elles n'ont plus de travail. Et on va exploiter à l'étranger des gens qui n'ont pas de travail et on va les sous-payer pour pouvoir produire toujours plus, avec le coût des transports. Enfin bon, je pourrais vous parler pendant 1 heure toute une journée de tout ce qui ne va pas. Et il semblerait que personne ne réagisse tellement. Hein. On est là, un peu passif, et on est dans le contentement. Pour Noël, il y a encore eu des tas de cadeaux, des tas de choses comme ça, et on trouve ça normal, on ne discute pas. Alors, il y a des raisons à ça. Hein. Il y a des raisons un peu, je dirais, conjoncturelles, c'est-à-dire que il s'est passé dans l'histoire de l'humanité, on a des stades à passer et on a vécu toute une période qu'on a appelée l'ère du poisson, où on avait des choses à faire et ces choses si vous voulez, on les a un peu déformées. On est arrivé à ce point de rupture, hein, où on ne sait plus du tout ce qu'on fait. Alors là, je vais peut-être un peu développer. Et puis, on rentre dans l'ère du Verseau, où justement, on commence à comprendre que les choses peuvent être différentes. Et non seulement elles peuvent être différentes, mais on a les énergies nécessaires qui arrivent pour changer les choses. Alors, si vous voulez, je vais un peu développer cette partie, hein. Et puis, on verra aussi qu'il y a une autre chose qui se passe, c'est que le niveau de l'évolution des êtres humains est aussi en train de s'améliorer, et donc on prend conscience de nos erreurs et il faut qu'on comprend que le chemin, ça va être la coopération. Alors, pendant l'ère du poisson, l'humanité avait un travail à faire sur elle. Parce que, si vous voulez, à partir du moment où l'humain est arrivé sur Terre, ça fait plus de 18 millions d'années, il a progressé très doucement, hein, comme on peut voir, hein, en sachant quand même que plus le temps arrive, plus l'évolution s'accélère, hein, ça va en montant, et ça se fait sous une forme de spirale. Et donc, ces spirales, elles sont un peu influencées par des ères qui sont à peu près des périodes qui durent à peu près tous les 2200 ans. Et à chaque fois qu'on change d'ère, l'humain a un petit progrès à faire, doit travailler sur quelque chose pour devenir de plus en plus, parfait, hein, c'est qu'on soit loin de notre perfection. Et donc, dans l'ère du poisson, on avait à développer notre individualité. Et qui dit individualité dit un peu séparativité.
Mais il fallait qu'on travaille sur cette individualité parce que dans l'ère précédente, l'ensemble de la population était plutôt dans un état grégaire. Il y avait ceux qui savaient, ceux qui avaient une élite qui savait, qui dirigeait, et puis tout le reste de la population suivait, voilà, comme un troupeau. Or là, comme l'humanité progresse, elle est arrivée à un stade où elle devait développer son individualité et reconnaître qui elle était, pourquoi, ce qu'elle faisait, et voilà. Donc, et là-dessus, il y avait aussi des énergies qui arrivaient, qui sont les énergies du poisson. Alors, comment ça se passe? Est-ce que ce que je vous raconte, c'est complètement farfelu? Non, il y a quand même on a des bases astronomiques, donc scientifiques, qui expliquent ce qui se passe. C'est-à-dire que la Terre étant pas tout à fait ronde, quand elle tourne, les 2300 ans, elle se décale un peu, et elle reçoit des énergies de constellations différentes. Et comme vous savez que tout est énergie dans le monde, ça c'est une loi en ésotérisme, et que chaque... il y a des énergies très différentes suivant les constellations. Là, l'énergie du poisson, c'était des énergies d'idéalisme et des énergies de dévotion. Donc, on était plutôt dans on rêvait d'un monde meilleur, mais on ne l'a pas trop mis en pratique. Et on a créé tous ces mouvements en isme, aussi bien au niveau religieux, catholicisme, bouddhisme, protestantisme, que dans les mouvements, toute l'économie, il y a le capitalisme, le libre-échangisme, enfin tous ces mots en isme, en philosophie aussi, dans le monde dans le monde aussi de la politique. Et tous ces mouvements en isme, ça déclenchait un peu la séparativité parce que chacun défendait son bout de gras, si je veux dire, et donc ça entraînait beaucoup de conflits, beaucoup de rivalités, mais c'était le passage obligé. Or, nous arrivons dans l'ère du Verseau, où on s'aperçoit que l'énergie qui est là, c'est de l'énergie d'harmonie et de l'énergie de synthèse. Alors, bien sûr, on est au tout début de l'ère du Verseau, donc ces énergies, elles sont encore pas très... on ne les constate pas vraiment, mais on les pressent déjà. Et on voit qu'il y a de plus en plus de gens, notamment les jeunes qui naissent, sont complètement imprégnés des énergies du Verseau, alors que toutes nos institutions et certaines personnes sont encore complètement dans les valeurs du Poisson. Et c'est ce qui explique qu'on est en difficulté à l'heure actuelle, parce que ces deux schémas ne peuvent pas cohabiter, c'est ou l'un ou l'autre. Et donc, l'énergie du Poisson avait entraîné une forme de compétitivité, cette compétitivité qui aussi est très ancienne, puisque quand l'humain, quand il est arrivé, il a fallu qu'il fasse face aux éléments, aux animaux, aux ennemis qui voulaient leur prendre ce qu'il avait. Donc depuis des millénaires, l'être humain est en état de conflit et est obligé d'être en compétition. Donc on a engrammé en nous cette compétition. Mais il est quand même temps maintenant d'essayer de redresser un peu la barre, parce que maintenant on a d'autres possibilités, on a une autre vision du monde, et on s'aperçoit que cette séparativité qu'on a développée, elle est illusoire, puisque on est tous reliés. On vient de s'apercevoir en physique enfin on s'en aperçoit il y a déjà quelque temps, mais la physique quantique et puis même la façon dont est constitué l'atome, on voit bien qu'on est tous reliés les uns aux autres, et puis tous les progrès qui ont été faits au
niveau technologique, notamment dans tous les problèmes de communication, nous ont fait comprendre qu'on était vraiment en lien. C'est-à-dire que quand quand quelque chose, d'abord on est informé, tous, il se passe quelque chose à l'autre bout de la planète, on est informé. Quand il se passe quelque chose, par exemple un tsunami, actuellement, je ne sais pas si vous avez entendu parler, il y a en Océanie un tsunami qui s'est déclenché, eh bien ça a eu une influence jusqu'en Amérique. On s'aperçoit que si on fait éclater une bombe atomique quelque part, toute la Terre en est secouée et ça a des répercussions partout. Donc l'idée du séparatisme, c'est complètement, j'allais dire, ringard. Mais voilà, avant de pouvoir mettre en pratique cette notion qu'on est tous en lien et qu'il va falloir coopérer, il y a vraiment beaucoup de travail à faire. Mais on est aidé par ces énergies qui arrivent. Il y a une autre chose qui se passe aussi, c'est que comme l'être humain, je vous le dis, évolue lentement en spirale, l'être humain, enfin dans sa généralité, parce qu'il y a toujours des êtres qui avancent plus vite sur le chemin d'évolution, mais la majorité de la population commence à accéder à un plan qu'on appelle le plan mental. Parce que nous sommes tous constitués de plusieurs. Notre personnalité est constituée de 3 corps, ce qu'on appelle le corps physique, qui est le corps, comme vous le voyez, hein, vous pouvez me reconnaître, voilà. On a un corps émotionnel qui est le siège de toutes nos émotions et de tous nos sentiments et de tous nos désirs, qui est très fort et qui a jusqu'à maintenant, c'était vraiment jusqu'à tout l'ère du poisson notamment, c'était très très important, et ce qui a développé aussi toutes ces envies qu'on avait, tous ces désirs de réussite, d'obtenir des choses, d'avoir des biens, et voilà. Et on accède maintenant à la troisième dimension qui constitue, le troisième corps qui constitue notre personnalité, c'est notre corps mental. Et là, une certaine quantité de personnes, hein, mais il suffit qu'il y ait un certain nombre de personnes dans le monde qui accèdent à ce plan, ce qu'on appelle le plan mental, pour faire changer toute l'énergie. Et là, on commence à se poser des questions, mais qui sommes-nous? Quel est le but de la vie? Pourquoi? Comment peut-on évoluer? Et toutes ces questions remettent en jeu la façon dont nous allons vivre et comment nous allons décider d'être en communauté avec les autres, de vivre en bonne intelligence. Donc cette personnalité, elle est constituée de ces 3 corps. Et qu'est-ce qui l'a fait avancer? C'est une énergie qu'on appelle l'énergie spirituelle, hein, l'énergie spirituelle qui n'a rien à voir, qui n'est pas l'énergie religieuse. Enfin, la religion en fait partie, mais c'est pas ça. C'est l'énergie spirituelle qui fait qu'on veut s'améliorer. Hein. Quand on parle de spirituel, c'est tout ce qui nous améliorer. Ça peut être les arts, ça peut être la religion, ça peut être de s'instruire, de participer des autres, tout ça, tout ce qui nous fait grandir, c'est le spirituel. Et le spirituel, il émane de ce qu'on appelle l'âme, l'esprit, ou la conscience, suivant sur quoi vous croyez, hein. Vous avez ou le soi, hein. C'est cette âme-là qui se manifeste et qui, elle est absolument pas dans la séparativité, elle est pour la coopération. C'est elle qui va vous pousser, vous aider à être dans la coopération, et elle va être pendant des vies, hein, elle ne se manifeste pas parce que il faut que l'être humain
passe par tous les stades, hein, et quand il a une certaine expérience et qu'il commence à un certain niveau d'évolution, l'âme, à ce moment-là, se fait entendre. C'est ce qu'on appelle la conscience, hein, l'intuition, ce qui nous dirige dans la vie. Et donc, c'est ce qui se passe un peu à l'heure actuelle. Et on commence à comprendre, hein, que le but de la vie, c'est de spiritualiser la matière. L'âme, elle, à son niveau, elle ne peut rien faire. Elle est obligée, elle a besoin de son physique pour agir. Donc, l'âme, elle va nous inciter à coopérer. Mais la personnalité, elle réagit. Hein, elle est tout le temps, elle recherche plutôt le bien-être. Et puis, le principal obstacle, si vous voulez, à la compétition, hein, ce qui déclenche la compétition, c'est tous nos conditionnements, ce sont toutes nos peurs, ce sont aussi notre autosatisfaction, on n'a pas très envie de bouger, et puis surtout, on veut garder tous nos acquis. C'est surtout, c'est ce qui nous amène à la concurrence. Alors, il y a un exemple, hein, c'est la famille. On va voir que cette dualité qui existe entre la coopération et la concurrence, et puis comment on peut travailler sur cette coopération. Quand on voit une famille, hein, c'est évident que quand il y a eu un premier enfant et qu'un deuxième arrive, il y a souvent des petits conflits. Puis quand il y a des familles plus nombreuses, on voit entre les frères et sœurs souvent des conflits assez importants parce qu'on est en concurrence. Et ça, c'est un peu inné, hein. On a un archétype, hein, c'est dans la Bible, hein, il y a eu Caïn qui a tué Abel, hein, parce qu'il était jaloux. Hein. Du départ, on a cette espèce en nous, on a cet esprit de compétition parce que on veut être reconnu, on veut être aimé, on veut avoir la même chose que les autres, et si ça se passe pas, eh bien, on est en rivalité. Mais ce qui fait, c'est un peu, donc, si vous voulez, le côté négatif de la famille, c'est ce côté de rivalité. Mais il y a un côté, très positif dans la famille, c'est toute cette solidarité qui existe. Et en général, on constate que quand dans une famille, on attaque l'un, tout le monde fait corps. Enfin, dans une famille qui fonctionne correctement. Et tout le monde fait corps et défend. Et la première des tâches, hein, pour apprendre la coopération, c'est d'apprendre en famille cette coopération. Et les parents ont un rôle primordial pour développer cette coopération et non seulement en enseignant, mais en donnant l'exemple et en se comportant comme ça. C'est-à-dire, l'essentiel, c'est déjà de reconnaître à chacun sa place, ne pas faire de comparaison. Ça, c'est souvent très négatif. Et puis, de donner à chacun la même chose. Alors, vous me direz, bien sûr, dans une famille, un adolescent ne mange pas les mêmes quantités que le petit dernier qui a 3 ans. Mais on donne à la personne ce qu'elle a besoin en quantité de ce qu'elle a besoin. Et dans la coopération, c'est ce qui doit se passer. C'est-à-dire que si on parle par exemple de la coopération entre les différents pays, pendant longtemps, c'était les pays les plus puissants qui décidaient, qui prenaient, qui donnaient leur avis. Alors que dans la coopération, il faut que chacun ait sa place. Et pourquoi chacun à sa place? Parce que chacun a sa qualité propre et peut apporter à l'ensemble. Peu importe l'importance ou la richesse du pays, hein, l'important c'est que chacun ait sa voix. Alors, si vous voulez, les choses
sont actuellement en train de bouger et il y a par exemple, il y a une émanation de cette idée de coopération qui est l'ONU. L'ONU, c'est vraiment une idée qui émerge de l'énergie du Verseau. Malheureusement, les protagonistes qui étaient au moment de la création, il y avait quand même des États très puissants qui ont décidé de mettre le système de sécurité, qui est le droit de veto. Il y a, je ne sais plus si c'est 6 ou 7 pays, les plus riches, qui ont décidé qu'ils peuvent mettre les vétos. Et vous voyez, là, on voit bien cette image de ce qui se passe entre l'ère du Verseau et l'ère du Poisson. Mais tout ça, c'est perfectible, et on sait qu'il y a des discussions pour qu'à l'ONU, cette espèce de privilège qu'ont les pays les plus riches, qui sont, je crois, il y a la Chine, la Russie, les États-Unis, la France, l'Allemagne, le Brésil, l'Angleterre, j'en oublie peut-être, mais voilà, ce sont ces pays qui décident. Et on a bien vu au moment de la Syrie, il a suffi que la Russie mette son veto et les textes n'ont pas pu passer. Donc, je vous parle de ça parce que c'est vous montrer quels sont les obstacles qui peuvent être mis à la coopération, mais que toutes ces idées qu'il y aurait un leadership par des gens plus puissants est en train de disparaître. De même qu'on peut voir aussi que pendant longtemps, les pays les plus puissants avaient le droit d'ingérence et faisaient lors de conflits, il y avait des problèmes d'ingérence. Et on s'aperçoit que depuis plusieurs décennies, quand un pays comme ça intervient, eh bien jamais il ne gagne. Ça, Maintenant, j'ai lu un article dernièrement d'un historien qui expliquait que, par exemple, on le voit en Afghanistan, on le voit en Irak, on le voit maintenant au Mali aussi, même parce qu'on ne peut pas se substituer aux protagonistes, aux gens qui sont en conflit, et qu'on aide, mais on n'a pas à intervenir. Ça, c'est une des bases dans le travail de la coopération. Alors, comment coopérer, justement? Est-ce que cette coopération, c'est quelque chose qui est complètement inné, ou est-ce que c'est acquis? Alors, inné, il y a quand même il y a eu quand même une expérience qui a été faite, que j'ai trouvée très, très parlante, dans des jardins d'enfants, ou même plutôt, c'était même carrément des crèches, où on s'est aperçu que les enfants, spontanément, allaient aider les enfants qui étaient en difficulté. C'était vraiment quelque chose qu'on ne leur apprenait pas, mais qu'ils le faisaient spontanément. Et on s'est aperçu qu'à un moment où on rétribuait, on marquait, on gratifiait la personne, soit par un petit biscuit, soit par un petit cadeau, soit par un petit câlin, soit par une petite, même un compliment. Eh bien, à partir de ce moment-là, la personne n'aidait plus spontanément. C'est comme si on avait perverti la personne. J'ai trouvé ça très intéressant. Ça veut dire que on est conditionné et inconsciemment on pervertit au départ la bonne volonté qu'on a. Mais ce qui n'empêche que on a quand même, bien sûr, on est quand même assez égoïste, on est quand même on n'est pas parfait. On est égoïste, on est un peu, on a beaucoup d'inertie et puis on veut garder nos privilèges. Donc la coopération, elle se fait pas du tout spontanément. Il faut qu'elle se travaille et surtout, comme je vous ai expliqué, c'est quelque chose qui émane complètement de l'âme, cette notion de coopération.
Donc, ça se cultive. Alors, comment cultiver la coopération? C'est déjà étudier un peu comment on se comporte. Alors, dans la coopération, on a souvent des choses qui nous sont faciles, donc on le fait. Et puis les choses qui sont plus difficiles, on va essayer, ou alors on va essayer de négocier, ou on s'aperçoit que on est coopératif, mais parce qu'on y trouve un certain avantage. Mais tout ça, c'est pas grave. Hein. Le problème, c'est qu'il faut observer, s'observer, et petit à petit, pour progresser, c'est pas avec la volonté, hein, en disant je veux être dans la coopération, je veux changer les choses et tout. On s'use, on se fatigue et on n'arrive à rien. Il faut être dans la bonne volonté. C'est-à-dire que la bonne volonté, c'est déjà se dire, eh ben, je vais essayer de rencontrer les autres, je vais voir comment ça marche si je coopère plutôt que si je suis en rivalité. Et on s'aperçoit que c'est souvent très, je dirais pas payant, parce que là encore, je tombe justement dans le piège, hein, mais qu'on s'aperçoit qu'on est beaucoup plus heureux, qu'on est beaucoup plus... on est beaucoup plus ouvert à partir du moment où on coopère. En plus, la coopération, c'est aussi l'enrichissement, parce que si on est contre des gens qui sont du même avis et qui fonctionnent comme nous, on va pas du tout s'enrichir. Alors que la coopération, c'est très enrichissant. Je voulais vous montrer un peu les... je veux pas faire de politique, mais je voulais vous montrer un peu une caricature de ce que c'est la non-coopération. Actuellement, ce qui se passe par rapport aux gens qui se déclarent et qui pour le futur présidentiel. Vous avez d'un côté des personnes qui sont plutôt dans le côté très nationaliste, qui se referment, qui ont peur des autres, qui ont peur des gens qui n'ont pas la même religion, qui viennent d'autres pays, qui ont des prénoms un peu bizarres ou des choses comme ça. Eh bien, ils se referment et voilà. Ça, c'est un des empêchements de travailler en coopération. Et puis, de l'autre côté, vous avez des gens qui seraient plus ouverts, qui plus sur une ouverture plus grande, mais ils travaillent chacun pour eux et c'est chacun pour soi et ils se présentent d'une façon dispersée et donc on est à peu près sûr qu'ils ne pourront pas passer non plus, Alors, pourquoi je vous parle de ça? Parce que c'est vraiment l'inverse de la coopération. Et ce qui est très intéressant, c'est que des gens comme vous et moi, des gens lambda, ont fait passer sur Internet une proposition de discuter ensemble et d'avoir une seule personne qui se présente et de travailler et de travailler en coopération pour qu'il y ait une seule personne, une seule liste. Hein? Et je vous parle de ça parce que c'est pour vous montrer que ce qui se passe à l'heure actuelle, c'est que les nouvelles idées, les idées de coopération, les idées de partage, elles vont venir beaucoup du peuple, du monde, des gens, de la population en général. Et elles vont plus venir des leaders qui, eux, sont encore très dans le pouvoir, qui sont dans la compétition, qui sont dans la séparativité et qui essayent et qui clivent constamment. Et je trouve ça très intéressant parce que on voit dans d'autres pays où de plus en plus les personnes, les parlements pour gouverner sont obligés de faire, n'ont jamais maintenant rarement une majorité qui se dégage, et ils sont obligés
de négocier entre eux, de faire des alliances, de faire des compromis, parce que le début de la coopération, ça peut passer au départ par des compromis. Enfin, ce n'est pas l'idéal, mais ça peut déjà passer par des compromis. Le but de la coopération, c'est quand même d'essayer de trouver plutôt ce qu'on appelle un consensus. Alors, qu'est-ce que c'est que le consensus? Le consensus, c'est pas, si vous voulez, on pourrait par exemple prendre une décision quand on est à plusieurs, hein, pour prendre une décision, ce qui se fait maintenant, c'est qu'on vote. Mais il y a une majorité qui l'emporte, et puis les autres repartent, mais sont très insatisfaits, et puis il n'y a pas eu de discussion, et chacun reste sur ses positions, et ça crée un sentiment de conflit. Il y a une autre technique, hein, c'est la négociation. La négociation, c'est quand même le but d'une bonne négociation, c'est que tout le monde y trouve un peu son compte. C'est-à-dire que on n'est pas satisfait de tout, mais dans une négociation, il n'y a pas de négociation si quelqu'un repart en n'ayant rien obtenu. Donc, la négociation, c'est de faire un compromis. Et puis, il y a ce qui est bien supérieur, c'est ce qu'on appelle le consensus. C'est-à-dire que chacun va essayer d'exprimer ce qu'il souhaite. En général, ça demande beaucoup plus de temps. Ça mijote, comme je dis, comme je pense, hein, parce que moi, je l'ai testé dans un groupe, hein, où on a essayé de travailler sur le consensus. Et souvent, on sort de la réunion n'ayant pris aucune décision et en étant un peu découragé. Et puis, quand on revient à la réunion suivante, eh bien, c'est comme s'il s'était fait tout un travail interne et chacun avait pu ça avait un peu pacifié aussi les débats dans la tête. Et puis, on revient à table et on arrive à trouver un consensus. Moi, j'ai l'exemple, par exemple, dans une région où il y avait des grands conflits entre les promeneurs, les chasseurs, les paysans. Ils avaient chacun leur idée sur la question. Et alors, ils ont demandé au maire de prendre un décret pour décider et tout ça. Et le maire a dit non, moi, je préfère vous réunir tous. C'était plus qu'un maire, hein, c'était un comité de communes, je crois. Enfin, voilà. Je préfère tous vous réunir et puis que vous expliquiez vos problèmes et puis qu'on en discute ensemble. Et alors, ça a permis déjà de faire connaissance, de voir le problème de chacun. On s'est retrouvés aussi en face de personnes humaines, on a discuté et on est arrivé à un consensus, c'est-à-dire que tout le monde a pu, personne n'est parti en ayant perdu. Hein. Tout le monde on a pu établir quelque chose qui n'était pas, personne n'a gagné, mais personne n'a perdu et on a pu continuer à vivre en bonne intelligence et les choses se sont pacifiées. C'est l'intérêt de cette coopération. Voilà. Alors, il y a un autre problème aussi, c'est est-ce que le fait de coopérer m'enlève mon libre arbitre? Ça, c'est la grande question. Hein. Eh bien, vous savez que le libre arbitre, c'est quelque chose qui est absolument incontournable. C'est la reconnaissance de ce qu'on est. Hein. Avoir son libre arbitre, c'est savoir un peu qui on est, ce à quoi on pense, et personne ne peut enfreindre votre libre arbitre, quoi qu'on en dise. Alors, est-ce que souvent ce libre arbitre vient en opposition avec le fait de coopérer? Moi, j'ai par exemple, il y a en ce moment, il y a ce problème je vous parle beaucoup de choses actuelles parce que je trouve que ça donne un peu des exemples, hein, mais il y a cette histoire de vaccin ou pas vaccin. Hein. Pour certains, se faire vacciner, c'est coopérer à la santé de tous et c'est vraiment ça qu'il faut faire. Hein. Donc, si moi, de mon côté, après avoir réfléchi, j'ai d'autres idées, je pense que c'est pas par ça qu'il faut passer, ou j'ai des craintes,
où ça ne me convient pas, et si j'adhère à ça, vais me sentir mal à l'aise parce que c'est pas moi, voilà. Est-ce que je nuis à la coopération? Grosse question. Est-ce que j'empêche les autres de coopérer? Voilà. Alors, chacun doit bien sûr réfléchir à ce problème, mais le souci, c'est la question, c'est de ne pas empêcher les gens, chacun, d'avoir son libre arbitre. Et c'est donc en acceptant que l'autre ait une autre idée et non pas en l'attaquant, en lui, voilà. Hein, c'est rester et respecter le libre arbitre de chacun. Et c'est une forme de coopération parce que ça empêche la concurrence, hein, ça empêche les conflits. Et je crois que c'est vraiment une des parties de la coopération, c'est le respect de la différence de l'autre. Voilà, ça c'est un peu moi la réponse que je donnerais. Bien sûr, on peut en rediscuter hein, si ça vous intéresse. Alors, bien sûr, on a quand même tous en nous cet instinct de compétition hein, qui est là depuis que l'homme est homme, hein, puisqu'il a toujours fallu qu'il se batte hein, pendant des millions d'années. Hein. Et est-ce qu'on peut envisager que l'être humain ne soit plus dans la compétition? Alors, il semblerait que oui, parce que à partir du moment où on va donner aux personnes ce dont elles ont besoin, en passant par la coopération, on va bientôt, bien sûr, passer par le partage. Pour être dans la coopération, il ne faut pas qu'il y ait de différence. Donc, on va donner à chacun, la priorité, c'est de donner à chacun ce à quoi il a droit, c'est-à-dire la nourriture, l'instruction, un logement, la libre circulation, et puis j'ai oublié les soins. Tout ça, si chacun a ça, hein, il ne sera plus enclin à se battre, à jalouser ce qu'il y a l'autre, et tout ça. Et alors, vous me direz, c'est complètement utopique. Ben non, c'est pas utopique, hein, parce que si on le met en pratique, hein, on va s'apercevoir que très vite, l'instinct de guerre va disparaître, parce qu'on n'aura plus de sujet de guerre. Alors, ça c'est un point. Et puis, je vais peut-être aussi, je vais bientôt finir, parce que je pense que vous avez peut-être aussi des questions à poser. Je vous ai parlé d'une coopération qui est un peu horizontale, c'est-à-dire au niveau des êtres humains. Mais il y a toute une autre coopération qui existe aussi, c'est une coopération verticale, c'est-à-dire que la Terre et puis l'être humain, la Terre est composée de différents règnes, hein, est habitée par différents règnes qui sont le règne minéral, le règne végétal, le règne animal, le règne humain. Et tous ces règnes, bien sûr, ont des relations entre elles, hein, et nous recevons des énergies des règnes qui nous sont inférieures hein, pour nous, et nous leur en envoyons. Toutes les énergies, par exemple, les animaux qui nous nourrissent, la terre qui nous nourrit, les plantes qui nous soignent, enfin bon, tout ce que vous connaissez. Hein. Et donc, ces règnes que nous connaissons, il faut avoir une coopération. La coopération, elle existe, hein, mais on l'a complètement oubliée. Et on s'est cru pendant longtemps, pas dans toutes les traditions, hein, parce qu'il y a des traditions qui ont toujours respecté la nature et tous les Indiens, des choses comme ça, en Amérique du Sud, en Afrique, dans beaucoup d'endroits, on respecte beaucoup les autres règnes. Mais nous, on a beaucoup pensé qu'on était le roi des oiseaux et on a négligé. Et donc, cette coopération, elle doit se faire aussi sur un plan vertical.
Et puis, il y a un autre point qui va peut-être vous étonner, mais bon, vous le croyez, vous en pensez ce que vous voulez, mais nous, on n'est pas le dernier règne. Nous aussi, on reçoit de l'énergie d'un autre règne qui est ce qu'on appelle le règne spirituel. Alors, qu'est-ce que c'est que ce règne spirituel? Ce règne spirituel, il est composé de personnes comme vous et moi, mais qui sont allées beaucoup plus vite sur le chemin de l'évolution, qui ont monté sont montés le long de la montagne un peu plus rapidement et qui sont arrivés au sommet par ce qu'on pourrait appeler des genres d'initiation, et qui sont devenus à nos yeux des êtres complètement parfaits et qui sont tellement parfaits qu'ils sont même plus ils sont plus dans la matière, ils sont sur des plans subtils. Parce que vous savez aussi que nous avons un corps subtil qui nous entoure, l'aura, que certaines les photographes ont pu montrer, et puis que beaucoup de gens, maintenant, personne ne savent que nous avons ce corps astral autour de nous. Donc, pour en venir à ce règne qui est au-dessus de nous, ce sont des entités qui sont parfaites et qui sont là pour préserver et aider l'humanité à grandir. Et nous pouvons nous aussi les aider et coopérer avec eux parce qu'ils nous envoient beaucoup d'énergie et toutes ces énergies de coopération, de choses comme ça. Et comment on peut les aider on a deux moyens, c'est soit bien sûr par la méditation, donc on peut recevoir toutes ces énergies qui arrivent, qui après sont dispensées sur la terre et qui aident, et puis aussi par le service. C'est eux qui nous aident, qui sont les gardiens de la sauvegarde de notre terre, et donc on peut les aider. Et puis, comme je vous parlais de cette ère du Verseau, on sait que dans l'histoire, à chaque fois qu'on a eu un changement d'air, on a eu un de ces êtres qui composent le règne spirituel, qui s'incarne ou qui se manifeste pour aider l'humanité. Et donc, il y a toujours eu, on peut parler autrefois, il y a eu Mitra, il y a eu Confucius, il y a eu Hermès, Hercule, Bouddha, enfin j'en oublie. Eh bien, là, toutes les religions attendent quelqu'un qui doit venir, et là, cette personne cette entité qui doit venir, elle va être, il ne va pas y avoir des tas de personnes qui vont venir, elle va, puisqu'on est dans une ère de synthèse, il va y avoir une personne, enfin, elle est déjà décrite dans beaucoup de textes, notamment chez les bouddhistes, on l'appelle le Maitreya, et c'est l'énergie du Christ, ça peut être l'énergie des les musulmans attendent l'imam Mahdi, les juifs attendent le Messie, enfin voilà, donc c'est cette entité qui va venir. Et plus vite nous aurons nous aurons commencé à mettre en route cette notion de coopération et de partage, plus vite il viendra, parce qu'il ne veut pas enfreindre notre libre arbitre, il va venir quand nous serons prêts, voilà. Et bien sûr, ce qu'il va nous dire, c'est que on n'a pas d'autre choix que de passer par le partage. Et voilà. Alors maintenant, je vais regarder un peu si vous m'avez posé des questions, si vous souhaitez répondre. Alors, le mental est notre culture et alors le mental, il est composé on a deux formes de mental. On a un mental inférieur
je pense que vous avez tous lu la question de Nelly, hein, le mental est notre culture et l'intelligence. On a deux formes de mental. On a un mental inférieur qui nous aide à résoudre tous les problèmes concrets de la vie, c'est-à-dire résoudre prendre le train, remplir notre feuille d'impôt, se diriger, enfin voilà. Et puis on a un mental supérieur qui est du domaine de l'intuition. Et au fur et à mesure, alors cette intuition, on lui fait pas trop confiance parce que on n'apprend pas. Hein. On a comme une espèce d'évidence qui nous arrive dans la tête en nous disant c'est ça, et puis voilà. Donc, mais c'est quand même par l'intuition effectivement que toutes ces énergies de changement arrivent. Voilà. Et puis vous posez la question si ce sont des gardiens, ce sont des anges alors. Alors, non seulement sur Terre il y a des humains, mais il y a un autre règne qu'on appelle le règne des Devas, qui sont qu'on peut aussi appeler des anges. Hein. Mais alors les Devas, eux, leur tâche, hein, c'est plus de s'occuper de tout ce qui est la nature, toutes les et donc dans toutes les légendes, les elfes, les lutins, tout ça, c'est une représentation de tous ces devas. Mais il y a des devas effectivement comme des humains de tout niveau, et il y a des devas très évolués, très évolués, qu'on peut considérer comme des anges. Et puis, dans la littérature, il y a par exemple effectivement des apparitions d'archanges, de choses comme ça. Et en fait, ça pouvait être des maîtres qui sont dans ce règne spirituel dont je vous ai parlé. Alors, vous voyez comment quelqu'un pose la question, je vois un peu comment coopérer avec le règne en dessous, hein, et comment coopérer avec le règne au-dessus. C'est ce que je vous expliquais, c'est que ces êtres qu'on appelle souvent des maîtres de sagesse, c'est souvent le terme employé, les maîtres de sagesse, ils veillent, ils savent ce qu'il faut à la Terre à tel moment, et ils envoient de l'énergie qu'il faut qui est nécessaire à tel moment. Mais ils sont tellement puissants, hein, si vous voulez, que ces énergies qui arrivent, elles arrivent avec force, et elles rebondissent sur la Terre. Moi, si vous m'avez écouté, je la raconte souvent, je vois ça comme un peu de la pluie en plein été, vous savez, qui tombe sur la Terre, et la Terre est tellement sèche qu'elle rebondit et l'eau n'arrive pas à pénétrer. Donc, c'est ce qui se passe. Donc, ce qui nous demande, c'est nous de servir de canal. Et en faisant passer par nos chakras, hein, par exemple pendant une méditation, il y a notamment une méditation qui s'appelle la méditation de transmission, et c'est vraiment le but de cette méditation, hein, c'est de fixer sur le centre ajna, et à ce moment-là, les énergies passent à travers nos chakras et elles sont diminuées en intensité et elles peuvent accéder sur Terre. Et où est-ce qu'elles vont, ces énergies? Alors, elles peuvent aller aider des chercheurs, des politiciens, enfin des hommes politiques, des gens qui font des artistes ou des enseignants, hein, qui ignorent peut-être tout ça, mais qui sont rechargés, qui ont des idées, ça leur permet d'avoir, de faire de faire entrer des nouvelles choses, des nouveaux concepts, ou mettre en action des aides, voilà, et tout ça, ils ne le savent pas forcément, mais cette énergie sert à ça. Et puis, vous savez aussi que ce que nous pensons, hein, nous créons ce qu'on appelle des formes pensées. Et ces formes pensées, elles sont absolument très actives.
Et nous pouvons aider en créant des formes pensées positives. C'est-à-dire que si on est dans la peur, on va créer comme un espèce d'égrégore autour de la Terre, un espèce de brouillard. Et il paraît que c'est très réel pour les gens qui ont la vision astrale. Hein. Autour de la Terre, il y a comme un espèce de brouillard qui est fait par toutes nos formes pensées négatives, de peur, de jalousie, de mauvaise utilisation de nos sens, de tout ça, hein, tous ces miasmes, hein, toutes ces pensées négatives, cette peur de vivre, tout ça, ça crée des espèces de nuages qui sont complètement, qui empoisonnent l'atmosphère. Et pourquoi les gens ont des angoisses, c'est tout ce côté un peu malsain qui entoure, qui perturbe. Et nous, notre action, hein, si on veut vraiment aider, et à l'heure actuelle, c'est hyper important, c'est d'envoyer d'avoir des pensées positives, d'essayer de ne pas cliver les gens, hein, essayer d'avoir des idées de coopération, de partage, d'espoir. Et toutes ces idées qu'on fait, ça crée ça nettoie ce brouillard, et en plus, ça aide l'humanité. Donc ça, c'est de cette façon qu'on peut aider. Hein. Et puis, en œuvrant, hein, parce que ce qui est essentiel dans l'ère du Verseau, hein, je vous ai dit, c'est l'harmonie et la synthèse, mais il arrive aussi une énergie qui est une énergie de mise en action. C'est-à-dire que tous les idéaux qu'on a rêvés par l'ère du Poisson, il faut qu'on les mette en action. Et donc, ça va se passer par des réalisations. Et ça ne va plus être des discours. Hein, maintenant, il faut prendre son bâton de pèlerin et puis y aller. Et quand cet instructeur va venir, hein, cet instructeur du Verseau, hein, qui va venir, il va nous dire, moi je suis là pour vous donner les conseils, hein, je suis un peu comme un architecte, mais c'est vous qui allez bâtir ce nouveau monde, hein, cette nouvelle terre qui sera beaucoup plus agréable. Hein. Et dans beaucoup de livres un peu de la sagesse éternelle, des choses comme ça, il est dit qu'à la fin de l'ère du Verseau, le monde serait vraiment transformé. On aura beaucoup travaillé sur la coopération, et notamment, hein, on communiquera beaucoup directement sans parler, hein, je trouve plus le mot, hein, par transmission de pensée, hein, et ce qui fait que rien que ça va beaucoup aider, parce que dans ces cas-là, on ne peut pas mentir. On est complètement honnête quand on communique par transmission de pensée. On peut pas contourner les problèmes. Voilà. De même que on aura peut-être, il y aura plus des races qui seront séparées. Donc la coopération, c'est aussi ne pas avoir peur des autres, hein, des autres qui sont différents, puisque c'est ce qui fait notre richesse. C'est l'apport de ce qu'on ne connaît pas qui nous enrichit. C'est pas ce qu'on sait. Sinon on vivote, hein, si on progresse pas. Et puis on voit notamment, par exemple en France, hein, le nombre de personnes qui sont venues d'ailleurs, qui ont enrichi notre. Quand on voit Marie Curie, quand on voit tous les qui venaient de Pologne, quand on voit tous les peintres, Picasso, je les ai plus dans la tête, hein, mais c'était tous des personnes, Modigliani, toutes ces personnes étrangères, hein, Chagall, c'était des gens qui étaient venus pour des réfugiés. Donc, accueillons. Alors, il y a tout un problème, effectivement, c'est pas là le moment de parler, mais soyons quand même dans nos têtes, ayons dans notre cœur surtout, parce que la coopération, elle passe à la fois
par la tête, hein, par le mental, mais par le cœur, beaucoup aussi. Voilà. Est-ce que les maîtres voient que l'humanité vit une crise en ce moment? Bien sûr qu'ils voient. Ils ne nous aident pas. Si, ils nous aident, mais ils ne nous aident pas comme nous on aimerait qu'ils nous aident en nous apportant un plateau d'argent tout fait, hein, parce qu'ils veulent, respecter notre libre arbitre, c'est-à-dire qu'ils n'enfreindront pas. Si nous, on ne leur demande pas l'aide, si on ne leur dit pas de venir, ils ne viendront pas. Hein. C'est pour ça, enfin, ils viendront, mais ils viendraient beaucoup plus vite si vraiment on était vraiment demandeurs. Hein. Et puis, j'avais une autre idée, oui, ils ne viennent pas tout nous apporter parce que c'est nous qui nous sommes égarés, hein, c'est nous qui avons fait les erreurs. Et il faut il faut que ce soit nous qui fassions le travail. C'est exactement si un enfant fait une bêtise et puis qu'on lui dit bah c'est rien, hein, bon, je te pardonne et tout ça. Il faut quand même que sans le culpabiliser, sans payer, il faut qu'il rachète hein, ce qu'il a fait. C'est à lui. C'est pas les maîtres hein, qui ont mis la terre dans cet état. C'est bien nous. Donc c'est à nous à faire le travail. Oui, c'est ce que dit. C'est à nous d'agir. Les maîtres respectent notre libre arbitre. Mais c'est vrai qu'on a bien besoin d'eux pour nous aider quand même. Ils vont nous donner quand même un bon coup de pouce. Hein. Ça ne fait pas se faire d'illusions parce que où on mettrait beaucoup de temps pour trouver les solutions, ils vont nous les dire. Hein. En fait, la solution, ils le disent, hein, c'est le partage, c'est l'innocuité, c'est-à-dire ne pas essayer le moins possible de nuire aux autres par nos paroles, par nos actions, par nos pensées. Et cette innocuité, elle se fait par rapport aux autres aussi, mais par rapport à la terre, par rapport aux règnes inférieurs. Mais ils vont nous aider, vous inquiétez pas. C'est désespérant. Mais ce que je vous dis, c'est que plus on demandera vite, plus on sera et plus on mettra de la bonne volonté, plus vite ça va arriver. Mais là, vous savez, je crois qu'on est déjà bien, on est déjà presque sur la remontée, hein, parce qu'on est allé bien bas quand même. J'ai entendu plusieurs fois que certaines personnes n'étaient pas des humains, qu'il n'y avait pas d'âme, c'est possible. Oui, alors là, on sort un peu du sujet. Si, tout le monde a une âme, mais l'âme, elle commence à se manifester quand on a fait un certain progrès, quand on commence à avoir fait un certain effort. Mais tout le monde a une âme. Arrêtez. Je crois que la prochaine fois, je vais vous parler de la méditation. Alors, si ça vous intéresse, vous pourrez m'écouter. Voilà. Eh bien, je vous remercie.